Bonifacio, à l'extrême sud de la Corse, face à la Sardaigne. Ici, on a préservé les côtes de l'urbanisation, mais on protège aussi la vie marine. Car le bassin méditerranéen est un des 25 endroits les plus riches en biodiversité de la planète, au même titre que l'Amazonie ou Madagascar. Savez-vous que dans le monde, moins de 0,5% des mers sont protégées? L'Italie et la France se sont associés pour créer le parc marin international des Bouches de Bonifacio, qui préserve le milieu marin tout en maintenant les activités humaines. Jean-Michel Culioli, vous êtes responsable scientifique de la réserve de l'Avezzi et des Bouches de Bonifacio, c'est important, mais il ne faut pas que j'oublie de le dire. Ici, c'est une des plus grandes réserves maritimes européennes. Vous voyez qu'avec 80 000 hectares, on protège à peu près 13% de tout ce qui est protégé en Méditerranée. C'est protégé dans le sud de la Corse, dans la partie française du parc marin international, puisque la réserve des Bouches de Bonifacio constitue la partie française d'un grand projet qui est le projet de parc marin international. Souvent, les réserves ne sont pas acceptées par les locaux, par les pêcheurs locaux, par les gens qui vivent autour. Et en fin de compte, aujourd'hui, ils se sont aperçus que c'était plutôt bien. En 1992, on était un petit peu novateur ici, dans ces eaux ici au Lavezzi, parce que ça a été les premières fois où on a pu monter en toute confiance sur les bateaux de pêche, faire des études avec les pêcheurs. Et les pêcheurs eux-mêmes ont pris conscience, ils ont mis en place des politiques de réserve. Qu'est-ce que vous avez appris de fondamental dans la réserve? Alors depuis qu'on protège ici, voilà. Ici notamment sur les Lavezzi, en une dizaine d'années, on reconstitue ce qui pourrait être l'environnement un petit peu originel d'un site. Et ça, la mer, c'est quelque chose de fantastique, c'est qu'on peut, notamment sur les zones côtières et globalement en mer, produire des effets énormes en très peu de temps. Ici, vous avez cette impression d'avoir une plongée exceptionnelle. Moi, j'ai fait dernièrement une plongée en étudiant les mérous, mais je me suis arrêté dans ma plongée, j'ai arrêté de travailler pendant 10 minutes et je me suis dit, mais ici, je suis dans une zone qui ressemble à des zones dans lesquelles j'ai été plongé dans le Pacifique, dans les Caraïbes. On n'a pas besoin d'aller loin. Ici, sous l'eau, on a des richesses qui sont très importantes, des communautés qui sont bien reconstituées. Ici, il y a tellement de mérous qu'on appelle cet endroit Mérouville. On l'avait dit, les mérous avaient disparu depuis les années 50. Aujourd'hui, on en voit des dizaines. J'ai plongé avec Jean-Michel pour les observer. Les mérous partagent leur habitat avec de nombreuses autres espèces. Les mérous sont des super prédateurs. On avait peur qu'en les protégeant, les autres espèces diminuent. Et c'est exactement l'inverse qui se produit. On pense que les mérous régulent l'ensemble de l'écosystème. J'arrive même à les approcher. C'est parce qu'ici, ils sont protégés de la chasse. Ce parc marin fait partie des 1% de la Méditerranée qui est en zone protégée. Et pourtant, on y trouve des traces de pollution. Regarde ça, regarde. Je regarde ça sécher. Là, il y en a partout sur la plage. Et pourtant, ça, c'est pas une marée noire. Ce sont les bateaux qui dégazent, c'est-à-dire qui nettoient leurs réservoirs avec de l'eau de mer. Et on estime que les dégazages sont 10 fois plus importants en pollution que les marées noires, qui sont pourtant beaucoup plus spectaculaires. À cause de ces bateaux qui nettoient leurs cuves en pleine mer au lieu de le faire dans les ports, au moins 2 millions de tonnes de produits pétroliers sont déversés chaque année dans les océans. C'est l'équivalent de 2 marées noires comme celle de l'Erika par semaine. Les îles Lavezzi n'ont pas été épargnées par les catastrophes maritimes. Dans ce cimetière reposent les 750 victimes que fit l'échouage de la Sémillante en 1855. L'angoisse des gens d'ici, c'est qu'il y ait un accident. Ce détroit est aujourd'hui interdit au transport de matières dangereuses. Savez-vous que dans le monde, un gros navire fait naufrage tous les 3 jours et avec chaque fois un risque de pollution majeure? Dans les abysses, dans les très grandes profondeurs, la pression est d'1 tonne par centimètre carré. Il n'y a pas de lumière. Et vous allez voir, la vie existe quand même. Cette créature n'est pas un extraterrestre. C'est un des nombreux êtres vivant à plus de 5000 mètres de la surface des océans. Les abysses, qui commencent là où la lumière du soleil ne passe plus, occupent près de 80% du volume total des océans. Au plus profond,
là où l'homme n'est qu'un intrus, ces animaux, pour la plupart inconnus de la science, vivent dans des conditions extrêmes. Dans le fond des océans, il fait froid. La température ne dépasse pas les 2 degrés. La nourriture est rare et la pression est énorme. À 6000 mètres de profondeur sous la colonne d'eau, imaginez le poids d'une voiture écrasant votre doigt. Pour ne pas imploser, une grande majorité d'animaux des profondeurs sont gélatineux. Avec ses 50 mètres de long, le siphonophore est le plus grand invertébré de notre planète. Il est plein d'eau et vide de tout gaz pour se rendre indéformable. Ce poulpe volant s'appelle Dumbo à cause de ses oreilles. Elles lui permettent de nager et de se propulser dans les courants. Il se déplace avec lenteur. La vie est lente dans les abysses. On y économise son énergie. On vit au ralenti. Jusqu'au début du XXe siècle, les scientifiques pensaient que la vie était impossible au fond des océans. Aujourd'hui, les missions scientifiques disposent de sous-marins habités et de robots télécommandés ultra perfectionnés qui leur permettent de pénétrer un monde jusqu'alors inaccessible. Mais à ce jour, l'homme connaît mieux l'espace que les grandes profondeurs. 1 seul % de la planète abyssale a été exploré. Autant dire une goutte d'eau dans la mer. À plus de 10 km sous la surface de l'eau, la nourriture est quasi inexistante. À la base de la chaîne alimentaire des êtres qui vivent dans ces grandes profondeurs, on trouve des cadavres d'animaux qui descendent jusqu'à eux par gravité, comme cette baleine, qui sera dévorée en quelques jours par ces vers, véritable charognard des profondeurs. Ces gueules monstrueuses et béantes laissent imaginer la violence des combats de ces carnivores qui ne lâchent rien. Certains animaux possèdent des organes capables d'émettre de la lumière, comme cette baudroie, un des plus redoutables prédateurs des grands fonds. Un rayon de lumière planté entre ses yeux lui sert de stratagème de chasse pour attraper ses proies. Autre stratagème lumineux, mais cette fois-ci pour attraper son partenaire sexuel. Mais les profondeurs recèlent encore bien des surprises. Il y a près d'une trentaine d'années, une mission découvre à 3000 mètres de profondeur un écosystème époustouflant. Alors qu'au fond des mers, la densité de population est très faible, autour de volcans sous-marins et de sources hydrothermales, la vie grouille et s'agite. De ces véritables hauts fourneaux s'échappent des métaux lourds et toxiques. La température y culmine à 350 degrés. Pourtant, à proximité de ces sources chaudes, les chercheurs ont trouvé des espèces qui se développent sans l'énergie solaire, pourtant indispensable à la vie sur Terre. La révélation de ces oasis va remettre en cause les croyances sur l'origine et le développement de la vie. À l'heure où l'on décèle la présence d'eau sur Mars, plus de la moitié de notre planète reste à découvrir. Le monde des abysses n'a pas fini de dévoiler ses mystères. Sur les continents, plus de 11% des terres sont maintenant protégées. Mais les océans sont beaucoup moins chanceux, car on ne peut pas les survoler ainsi et se rendre compte facilement de ce qui s'y passe. Ici en Corse, l'habitat de ces cochons sauvages est préservé. Mais on se préoccupe beaucoup moins de celui des espèces sous-marines. Les pics rocheux les plus hauts ne sont pas sur les continents. Ils sont dans les océans. La montagne la plus haute n'est pas l'Everest, c'est l'île d'Hawaï. Elle est le sommet émergé d'une montagne océanique de plus de 9200 mètres.
invisibles à nos yeux, à peine cartographiés, les fonds marins, contrairement au continent, restent un mystère. 90% des espèces marines sont encore inconnues. On commence à peine à les étudier que déjà on découvre qu'elles sont menacées par l'exploitation de la mer. Serons-nous assez sages pour protéger ce que nous ne voyons pas? Je vous amène dans un port langoustier où les pêcheurs locaux commencent très sérieusement à se poser des questions. Ici, on est à Saint-Toury, mais en Corse, on dit Centur. Nous sommes dans le Cap Corse, au nord de l'île. Ici, c'est un des plus anciens ports de pêche, le plus important d'ailleurs de Corse. Nous sommes avec Nicolas Maëlys, qui est pêcheur de langoustes. Oui. Il m'a raconté tout à l'heure que dans sa vie, il a pêché près de 30 000 langoustes. Exact, 30 000 langoustes. Oui. Jusqu'à 20 kilos par jour. 20 kilos par jour, c'était presque la moyenne. Et aujourd'hui, hélas, la moyenne n'existe plus, puisque des fois on pêche même moins que 5 kilos. Pourquoi? On a trop pêché et maintenant le stock s'est épuisé. Il y a combien de pêcheurs qui pêchent ici? Nous sommes 8 professionnels et nous avons à peu près dans les 8 km de filets chacun. Est-ce qu'avant vous pêchiez avec des si grands filets? Non. Au début, quand on pêchait 30-40 kg de langoustes il y a 25 ans en arrière, nous avions peut-être 1 km de filet. Et puis au fur et à mesure que la langouste diminuait, au lieu de nous de régresser avec le filet, on les a augmentés. Donc c'est un peu notre faute, je le reconnais. C'est un peu notre faute si aujourd'hui il y a le manque à gagner avec la langouste. Ça a dû payer, mais ça ne paye plus. Alors, vous allez faire quoi? Eh bien voilà, on a pris la décision, on s'est réunis tous les pêcheurs et on a décidé de réglementer les filets, de les baisser, d'en avoir beaucoup moins de longueur en mer, afin de donner la chance à la langouste de se refaire. Et la meilleure solution, ce serait de ne pas la pêcher pendant un certain nombre d'années. D'arrêter la pêche complètement? D'arrêter complètement la pêche pendant un certain nombre d'années. Et vous allez pêcher quoi pendant ce temps-là? Bien, le poisson. Il faudrait qu'on ait une compensation pour pouvoir tenir, pour payer nos charges. Mais si vous n'arrivez pas à avoir de compensation, il va bien falloir que vous arrêtiez de pêcher. Ce sera impossible. On continuera à pêcher ce qu'on pêche. Donc, s'il n'y a pas de compensation, vous allez pêcher jusqu'à la fin des langoustes. C'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est un peu crétin, ça. C'est un peu crétin, oui, mais et nous, alors, il faut qu'on vive aussi. On a des familles, hein. Moi, je suis retraité, d'accord. Mais il y a les jeunes qui ont 3 et 4 gosses, et il faut qu'ils vivent de leur métier, qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille. Ça, c'est une logique aussi. Et merci beaucoup, Nicolas. Ah, je vous en prie. En France, on consomme 35 kilos de poissons par an et par habitant. Au Japon, c'est 75 kilos. On estime qu'une personne sur 2 dans le monde dépend des produits de la mer pour se nourrir. Un chiffre qui fait peur. En 1950, on pêchait 18 millions de tonnes de poissons par an. Aujourd'hui, c'est près de 100 millions. On est en train de vider la mer complètement. À tel point que 60% du poisson consommé en Europe n'est plus pêché sur nos côtes. Je vous emmène en Afrique de l'Ouest, dans une zone envahie par les chalutiers du monde entier. Cette pêche industrielle menace les conditions d'existence des pêcheurs locaux. Et vous allez voir, tout n'est pas si simple.